Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis donc Jean-Michel Grenier, directeur de la restauration municipale et de l'alimentation durable à la ville de Dijon. Et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui n'est pas une présentation en soi, parce que la restauration scolaire ne travaille pas pour elle-même, elle travaille en transversalité étroite, avec notamment Dijon Métropole et avec les organismes de recherche et d'enseignement supérieur de Dijon, comme vous le voyez sur la diapositive qui cite les personnes qui ont collaboré à cette présentation. Je dirais quelques mots sur ce qu'est la restauration scolaire de Dijon. C'est un service public de restauration scolaire qui bénéficie à l'ensemble des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville de Dijon. Alors vous voyez, c'est un périmètre relativement important puisque nous avons dans nos écoles publiques pratiquement l'intégralité ou presque des enfants scolarisés qui défilent le midi au restaurant scolaire, ce qui nous conduit à assurer une production de pratiquement en moyenne 8000 repas par jour. Donc c'est important de noter cet aspect quantitatif parce qu'il en découle des process, des contraintes, mais aussi des forces et des leviers qui sont intéressants à considérer. Donc un peu plus d'1 200 000 repas par an. Nous sommes organisés en régie directe, c'est-à-dire que la direction de la restauration municipale maîtrise l'ensemble des chaînes depuis les approvisionnements jusqu'au service à table des enfants, en passant par les marchés publics, les commandes, etc. Donc nous sommes en régie directe, nous sommes des fonctionnaires territoriaux, ce qui nous donne aussi des marges d'intervention pour la valorisation des protéines locales notamment, mais pas que. Donc nous fonctionnons avec un système de cuisine centrale en liaison froide, c'est-à-dire que les repas sont préparés à l'avance, stockés entre 0 et 3 degrés, livrés froids dans les sites terminaux de restauration où ils sont remis en température. Donc là aussi, c'est une contrainte de process qui est importante dans la mise en œuvre de nos actions de valorisation. Quelques chiffres pour étayer tout cela. Donc un budget que vous voyez à l'écran, 3 millions d'euros simplement des dépenses de fonctionnement. Ce qui est important de noter, c'est 2,5 millions d'euros d'acquisition de denrées alimentaires. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs de la loi Egalim, que vous connaissez tous, qui sont d'avoir 50% de produits, 50% de la dépense alimentaire consacrée à l'acquisition de produits sous signe de qualité dans 20% de bio. Nous sommes aujourd'hui, ce sont les chiffres du 31 octobre. Je viens d'avoir ceux de novembre, mais ils étaient trop récents, puisqu'ils datent d'hier pour les intégrer dans le diaporama. Donc 52%, dont 37% bio, 15% d'autres signes de qualité et le 15%. Alors, notre définition du local à nous, on a vu tout à l'heure que c'était une approche qui n'a rien de réglementaire, qui est parfois très subjective. En tout cas, notre approche à nous, c'est grosso modo un rayon de 150 km autour du lieu de consommation, c'est-à-dire autour de Dijon, ce qui correspond en partie au périmètre d'un projet dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est conduit au niveau de Dijon Métropole et qui nous permet, au-delà des régions administratives, nous approvisionner dans le sud de la Haute-Marne ou le sud-est de l'Aube. Un coût de revient alimentaire, 4,02 €, prix de coût de production du repas sorti de cuisine et livré dans les restaurants scolaires, avec une part de l'alimentation qui est 2,03 €. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui va nous indiquer quelle valeur on apporte à la qualité de ce que nous achetons pour être cuisiné dans notre cuisine centrale. Pour être plus complet, je devrais ajouter, pour avoir un coût de revient de la pause méridienne, les dépenses des personnels de restauration, les agents des restaurants scolaires, 77 écoles de Dijon, 135 salles de restauration, 50 sites terminaux de liaison froide, et également ajouter les personnels d'animation, c'est à peu près 400 personnes qui interviennent chaque jour dans les écoles de Dijon pour surveiller la pause méridienne, s'occuper des enfants, et à peu près 400 également personnels de service. Donc on arrive à un coût total de la pause méridienne de 12,91 €, pratiquement 13 €, et là-dessus, l'usager
Comme nous sommes un service public, nous devons avoir l'accessibilité à ce service public. Pour ceci, la tarification est évidemment importante, c'est le point d'entrée, et une facturation qui est au taux d'effort depuis 2010 à Dijon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tarif fixe. Le tarif correspond à un pourcentage du revenu des familles avec un plancher qui est de 0,50 € et un plafond qui, en l'occurrence, pour un Dijonnais, est de 6,78 €. Et la facture moyenne acquittée par l'usager, c'est-à-dire si on prend l'ensemble des recettes de facturation divisé par le nombre de factures acquittées, ben c'est 3,36 € à rapporter aux 12,91 € que j'indiquais tout à l'heure, ce qui montre l'effort social que la collectivité souhaite réaliser en ce domaine. Alors je vous parlais tout à l'heure de quantités importantes, oui, 1000 repas jour, 1 230 000 repas par an. Ben, vous voyez quelques illustrations de ce que ça peut représenter en volume d'achat sur certains produits. Je ne les passe pas tout en revue, vous les avez à l'écran, puis vous aurez sans doute le support pour aide-mémoire à la fin, mais c'est 49 tonnes de pain, c'est un peu plus de 11 tonnes de bœuf par an, c'est plus de 80 000 yaourts, dont plus yaourts biologiques, plus 22 000 yaourts locaux qui ne sont pas biologiques, mais qui sont locaux. Voilà, pour vous donner quelques indications, mais je passe rapidement sur ce slide pour ne pas être trop long. Alors, comment est-ce que, au travers de ces chiffres, on arrive à valoriser les protéines animales et végétales locales? En portant déjà attention à l'agriculture biologique. C'est une obligation légale, c'est une volonté aussi des élus municipaux et métropolitains. Et vous voyez qu'au travers de ce schéma, la progression du bio s'est accélérée à partir de l'année 2017, avec en filigrane l'indication de la part du bio au regard du coût alimentaire de notre restauration. Donc vous vous souvenez de 0,03 et vous voyez que la progression du bio s'est accrue de manière relativement importante. Et bon, ce n'est pas fini. Par contre, la volonté qui nous anime n'est pas de faire du bio à tout prix, mais c'est d'avoir du bio de qualité et de préférence de proximité. Ce qui nous freine peut-être dans l'accélération, mais on n'est pas dans la course à l'échalote, si vous passez l'expression, on tient effectivement à avoir un bio de qualité et, si possible, de proximité. Alors, l'un des écueils qu'on rencontre souvent, c'est de dire, oui, mais la restauration collective a un effet levier important, mais il y a des coûts. Or, ces coûts, cette facturation, on a vu tout à l'heure le rapport entre ce que paye l'usager et ce que paye le contribuable, finalement, c'est de l'argent public, donc comment vous faites? Vous ne pouvez pas augmenter les prix en permanence. La dépense publique n'est pas extensible. Alors, l'un des moyens de lever ces freins, vous verrez qu'il y en a d'autres, c'est déjà d'utiliser toutes les ressources que nous procure le code de la commande publique. C'est fini le temps où nous étions dans un pouvoir adjudicataire, où la collectivité décide, impose un cahier des charges extrêmement rigoureux, et puis les candidats au marché s'alignent autant qu'ils le peuvent. Non, ça c'est fini, c'est dépassé. Le code de la commande publique, même si nous sommes sur des volumes importants qui nous valent de passer des marchés sous la forme d'un appel d'offres européen, malgré tout, nous avons des capacités de privilégier des producteurs locaux. Alors on ne peut pas le dire, mais on peut le faire. On peut le faire en utilisant des astuces que nous permet le code de la commande publique. Alors, comment on le fait? Tout simplement avec un sourcing permanent. Alors, qu'est-ce que c'est que le sourcing? Derrière le mot barbare, c'est tout simplement une démarche non plus de collectivité publique qui impose, mais une démarche de contact permanent, de rencontre et d'échange sur les contraintes, les possibilités des uns et des autres, et de trouver comment on peut se mettre d'accord sur un mode de relation contractuelle équilibré de type gagnant-gagnant. Donc c'est un effort, ça veut dire que nos marchés sont conclus pour une durée déterminée, mais tout au long de l'exécution du marché, la recherche continue, le contact se fait au quotidien, au fur et à mesure des opportunités et des connaissances qu'on peut avoir des uns et des autres qui nous permettent d'envisager des partenariats futurs.
La structuration de nos marchés, nous avons essayé de la prévoir la plus large possible. Alors, ce n'est pas la solution de facilité, c'est vrai. On essaie de définir la structuration de nos marchés publics en fonction de l'offre existante et de calibrer nos lots, nos lignes d'attribution de marché en fonction de ce qu'on souhaite, mais en fonction de ce qu'on peut trouver, qui correspondent à nos souhaits de privilégier des approvisionnements de qualité et des approvisionnements locaux. Donc en fait, on a un principe qui est quasiment celui d'un multi-attributaire par ligne, c'est-à-dire que pour chaque ligne de produit, on a une palette d'origine conventionnelle, label, autres signes de qualité, agriculture biologique, systématiquement sur chacune des lignes. Et ensuite, chaque candidat potentiel répond sur telle ou telle ligne. On a donc sur chaque ligne plusieurs attributaires, ce qui nous permet d'assurer la sécurité de nos approvisionnements, parce que nous sommes un service public, comme je le disais tout à l'heure. J'ai dit que l'un des principes fondamentaux du service public, c'était l'accessibilité. On l'a vu à travers les tarifs, mais il y en a un deuxième qui est d'assurer la continuité. C'est-à-dire que chaque jour, il faut que les enfants déjeunent en temps et en heure. Donc on ne doit pas, on doit limiter impérativement les risques de rupture ou de fragilisation des approvisionnements. Et puis donc, nous avons mis en place des marchés à bon de commande, sans montant minimum ni maximum, qui nous donne de la souplesse pour nous adapter en permanence. Alors, quelques exemples pour illustrer ce principe de sourcing permanent et d'ajustement finalement de la structuration de nos marchés aux capacités du territoire à répondre. Voilà, vous en avez deux en ligne. J'en cite un qui a trait à la viande bovine, où grâce à des contacts, à des rencontres avec des éleveurs de viande bovine de Beausois ou du Châtillonnais, on a pu se mettre d'accord sur les moyens de collaborer ensemble. Donc il a fallu qu'ils s'organisent entre eux en créant un groupement d'intérêt économique et environnemental, GI2E, s'organiser en termes de moyens logistiques pour livrer en temps et en heure. Comme ils n'avaient pas les capacités de production énormes, eh bien on a créé une ligne spécifique pour leur permettre de répondre, et qui a été finalement d'avoir non pas, comme on le fait habituellement, de la viande noble type paleron, etc., bio. On a créé une ligne uniquement pour les accueils de loisirs du mercredi, qui représente 2000 repas, et non pas 8000, comme la restauration scolaire, et un calendrier d'approvisionnement qui correspond à leur capacité finalement de production, avec un rythme de 5 à 6 commandes par an, rythmées, calibrées, convenues en amont avec eux, ce qui leur permet de s'organiser pour ensuite, avec les abattoirs, permettre d'écouler les autres morceaux de la bête. Bon, je passe vite là-dessus, c'est simplement pour vous expliquer comment on fonctionne. Donc l'avantage de tout ceci, de cette structuration, c'est que eh bien, on a un pilotage finalement permanent de nos marchés, qui nous renvoie à du sourcing et qui nous renvoie à de l'adaptabilité quasi mensuelle, je ne dirais pas quotidienne, mais mensuelle. Oui, on a systématiquement l'introduction de nouveaux producteurs. On l'a fait récemment. D'ailleurs, j'ai vu sur les panneaux dans la salle de café tout à l'heure que vous évoquiez certains producteurs avec qui on travaille, notamment la petite Luisette sur la viande de porc, qui a intégré nos marchés au début de l'année 2021. Parce qu'ils nous rencontrent et voilà, on a trouvé les moyens de collaborer ensemble. Je passe vite. Alors, pour financer le prix de la qualité et de la proximité, j'ai parlé de la structuration adaptée des marchés, mais il y a aussi un autre moyen, c'est de réduire le gaspillage. Parce que vous l'avez compris, la volonté de nos élus est de ne pas augmenter le tarif auprès de l'usager, mais on a également pour commande de ne pas alourdir les coûts de production. Donc pas d'augmentation de crédit, on doit augmenter la qualité, mais à coût constant. Eh bien, on a trouvé le moyen de réduire le gaspillage. Donc là aussi, je ne détaille pas, je le ferai s'il y a des questions tout à l'heure, auxquelles je répondrai bien volontiers, mais nous avons mis en place un plan de réduction du gaspillage à partir d'un diagnostic qui a été réalisé en 2017 et qui nous a permis de mettre en place un plan d'action qui, aujourd'hui, merci beaucoup.
Oui, ça sera peut-être plus confortable pour vous et pour moi. Merci, Hélène. Donc, il nous a permis de réduire le gaspillage de 54%. Alors, on n'ira pas jusqu'à 0% de réduction de gaspillage, évidemment, parce que vous verrez dans quelques instants que si on veut maintenir la découverte de nouvelles saveurs, de nouveaux produits auxquels les enfants ne sont pas accoutumés dans le milieu familial, il faut accepter un niveau de gaspillage incompressible. Mais je pense que raisonnablement, on peut encore avoir des marges de progression dans les années à venir. En tout cas, on y travaille. Donc je passe rapidement sur les actions mises en œuvre. Voilà le plan de réduction du gaspillage, 5 enjeux, 15 objectifs, 38 actions, dont certaines relativement emblématiques. On a beaucoup joué sur les quantités. C'est vrai qu'on avait l'habitude de travailler sur les préconisations du GEM-RCN, groupement d'études sur les marchés de restauration collective et nutrition, qui sont notre point de repère et dont on doit suivre les différentes facettes réglementaires ou recommandations. Mais on s'est aperçu que dans la réalité des consommations, eh bien, on pouvait largement diminuer, on était très au-dessus. Dans un certain nombre de cas, des recommandations du GEM-RCN, parfois, on les a ajustées à la baisse en fonction des besoins de consommation, tout en préservant évidemment l'équilibre nutritionnel des enfants, qui sont une des obligations qui sont les nôtres. Alors, valorisation des protéines par l'introduction de produits qualitatifs, locaux, etc., mais c'est pas le tout d'acheter. On a cette chance de s'adresser à des enfants. Les enfants, si vous me passez l'expression très mauvaise, avec de gros guillemets, c'est une clientèle captive, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, ils n'ont pas le choix. On leur propose quelque chose, ils ne peuvent pas choisir. C'est nous qui faisons le menu. Mais en même temps, ce sont les consommateurs de demain. Donc si on veut travailler à la transition alimentaire dans les années qui viennent, bah, travailler avec des enfants, c'est un bonheur, parce que on les sensibilise, on leur fait découvrir des saveurs, et en un mot, on les éduque au goût. Et pour ceci, eh bien, on a des actions assez ambitieuses, donc vous voyez quelques grands enjeux ici. Donc travailler sur la gestion du temps. On a beaucoup travaillé avec le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, des étudiants en master d'AgroSup, voire avec des doctorants, sur l'observation des comportements, ce qui faisait qu'un enfant au milieu scolaire mange ou ne mange pas. Et évidemment, c'est très vaste, ça commence par l'ambiance. Est-ce que c'est bruyant? Est-ce que c'est pas bruyant? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'a pas le temps? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est détendu? Qu'est-ce qui favorise la perception sensorielle et développe la notion de plaisir? Parce que c'est ça la clé. Pour faire découvrir quelque chose aux enfants, il faut leur donner des explications. La pédagogie, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'ils sachent, qu'ils sentent eux-mêmes que ce qu'on leur propose est bon et leur fait plaisir. Donc, on a mis en place un certain nombre d'études qu'on appelle recherche-action avec l'enseignement supérieur et qui nous ont permis de dégager un certain nombre d'orientations que vous avez à l'écran et que je ne détaille pas pour ne pas être trop long, mais sur lesquelles on pourra revenir. Donc, vous voyez quelques actions éducatives transversales. Je citerai juste un exemple. Nous avons mené une recherche-action avec 3 étudiants d'AgroSup il y a 2 ans maintenant, autour des légumineuses qu'on évoquait tout à l'heure, et particulièrement des pois chiches. C'est-à-dire que nous avons proposé au menu des boulettes de pois chiches à 3 moments différents. Une première fois au premier trimestre, une deuxième au second trimestre, une troisième au troisième trimestre. Les étudiants d'AgroSup étaient là, ont observé les comportements. On a analysé comment se comportaient les enfants, quel était le taux de gaspillage, est-ce qu'ils mangeaient beaucoup ou pas. La première présentation, il n'y avait aucun accompagnement. On a présenté des boulettes de pois chiches, on a eu un taux de consommation relativement modeste. Deuxième présentation, après avoir présenté aux enfants ce qu'était le pois chiche, comment ça pousse, ses vertus, etc.
le taux de consommation à la seconde présentation s'est accru. Et la troisième présentation au troisième trimestre a été précédée d'une action d'éveil au goût, découverte des saveurs, être à l'écoute de ses sensations. Les premières sensations, évidemment, voilà, vous connaissez ça parfaitement, et sans doute mieux que moi pour certains d'entre vous. Perception par la vue, par l'ouïe. La sensation gustative, elle arrive en dernier, finalement. Hein. C'est, voilà, le rapport de sensorialité se fait bien en amont du goût. Et on s'est aperçu que là, la consommation s'est encore accrue. Et pourtant, on travaillait sur ces actions d'éveil au goût avec les enfants, non pas pendant la pause méridienne, parce qu'on n'a pas le temps, mais le soir, dans les accueils périscolaires, auxquels tous les enfants qui déjeunent ne participent pas. Donc ça veut dire qu'il y a eu percolation entre les enfants qui ont reçu cette éducation, je dirais, cet éveil, et les autres, parce qu'ils ont parlé entre eux, etc. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Alors comment est-ce qu'on peut aussi contribuer à la fois éduquer au goût, à contribuer à la transition alimentaire et donc valoriser les protéines locales? Alors on a deux moyens qu'on utilise assez régulièrement. Le premier, c'est l'introduction de menus à 4 composantes. Alors on le fait depuis quelques années de manière encore expérimentale, on ne le fait pas systématiquement, la plupart de nos menus ont 5 composantes, mais on essaye de proposer 3-4 fois dans le mois des menus à 4 composantes, ce qui nous permet de nous tester en termes de capacité de nos personnels, parce que ça c'est une dimension importante, hein, la culturation de nos personnels de cuisine à travailler sur auxquels ils n'ont pas été accoutumés pendant leur formation professionnelle, à mettre leur talent culinaire, leur créativité au service des protéines végétales, alors qu'ils ont été formés à travailler les protéines animales. Donc ça nous permet de test, ça nous permet de servir de test aussi pour définir l'équilibre alimentaire et respecter les normes. Et puis ça nous permet aussi, c'est un outil de réduction du gaspillage alimentaire. Et puis les menus végétariens, donc vous voyez, on a commencé nous en 2010 à proposer de temps en temps, de manière expérimentale, des menus végétariens, tout simplement pour répondre à la demande croissante, alors non pas exprimée par les enfants eux-mêmes, mais par leurs parents. Donc on a répondu à cette demande de manière graduelle, et puis depuis 2018, nous avons un repas végétarien une fois par semaine. On était un petit peu en avance par rapport à la loi Egalim. Alors je précise quand même que ces menus, aussi bien à 4 composantes que végétariens, ont des vertus. Ils nous permettent de réduire le gaspillage, et ça on l'observe nettement. Les menus végétariens et les menus à 4 composantes ont réduit considérablement le gaspillage. Une autre vertu, c'est qu'ils sont moins chers en coût de production, ce qui signifie qu'en coût de production, les marges réalisées nous permettent d'investir encore plus dans des produits plus coûteux, mais qui sont locaux et qui sont de qualité. Et puis je dirais que la volonté n'est pas de développer à outrance les menus végétariens. Il n'est pas question de supprimer la viande. On essaie d'appliquer le principe qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Et à titre d'illustration, nous avons dans notre cuisine centrale un cuiseur sous vide à basse température, biprocess, ruissellement et vapeur, qui nous permet de cuire la viande longtemps, et y compris la nuit, donc c'est intéressant en termes de coût de production, et ce qui nous permet de conserver toutes les qualités organoleptiques de la viande, ce qui nous permet de servir des viandes de qualité. Alors si le produit à l'origine est de qualité, le mode de cuisson étant adapté, on arrive à des résultats qui, d'un point de vue gustatif, sont extrêmement intéressants. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on ne travaille pas tout seul, parce que si on veut avoir une valorisation des protéines animales et végétales, c'est pas le tout d'ajuster notre commande publique, c'est pas le tout de faire de l'éducation au goût, encore faut-il trouver les sources d'approvisionnement. Et donc, on rejoint en cela toute une politique, toute une stratégie alimentaire qui a été définie au niveau de Dijon Métropole, alors sur laquelle je vais passer relativement vite pour tenir le timing, mais dans la salle se trouve ma collègue Marie-Hélène Riamont, qui est en charge du pilotage technique et administratif de toutes les stratégies alimentaires au niveau de Dijon Métropole, et donc qui pourra
répondre utilement à vos questions tout à l'heure. Donc là, on est dans un système où il faut encourager des productions locales qui pourront bien sûr être sollicitées par la restauration scolaire. Et ces différentes actions, les stratégies locales, vous les avez évidemment avec un pivot qui est le projet Dijon Alimentation Durable 2030, qui a bénéficié du programme financier de l'État au titre des territoires d'innovation. C'est un programme que je ne détaille pas. Vous en entendrez parler plus savamment que par moi ce soir avec la participation de Philippe Lemanceau, qui est vice-président de Dijon Métropole délégué à ces stratégies alimentaires. Bien sûr, un projet alimentaire territorial, une action en direction de renforcement de la production, notamment en matière de maraîchage, aussi bien maraîcher que légumier de plein champ, parce que nous sommes en carence de production sur le territoire, qui consiste à la fois à repérer, acheter des terres propices aux activités de maraîchage et à y implanter ou encourager à l'implantation ou à la reconversion d'agriculteurs sur ce segment. Création d'un label Dijon Agroécologie. Par malice, j'ai pas résisté au plaisir de noter la replantation et le développement du vignoble dijonnais. Après tout, nous sommes au sein de la future cité internationale de la gastronomie et du vin. Bon, souvent c'est un cliché, mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je vous rassure, on ne sert pas de vin aux enfants des restaurants scolaires. Et puis, création d'une légumerie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, notre cuisine centrale, comme bien d'autres, n'est pas équipée d'ateliers de transformation de légumes bruts. C'est-à-dire qu'on est obligé, dans le cadre de nos marchés, de recourir à des grossistes qui vont nous approvisionner en légumes de 4e gamme, c'est-à-dire ils sont crus, mais ils sont épluchés, lavés, calibrés, emballés sous vide, donc c'est quand même des produits frais, mais qui viennent d'un peu partout, mais pas du tout du territoire local au sens où on l'a défini tout à l'heure. Et donc l'idée de cette légumerie, eh bien, ça va être à la fois de répondre aux besoins des cuisines centrales en légumes de 4e gamme, mais qui soient de proximité et de qualité, et puis en même temps de créer un effet d'appel pour les producteurs locaux, notamment maraîchers et légumiers de plein champ, et de leur assurer une partie de débouchés publics pour l'alimentation de la restauration collective. Et on est en cela dans une déclinaison du projet Dijon Alimentation Durable 2030 que j'évoquais tout à l'heure. Donc cette légumerie, c'est un projet qui est porté par Dijon Métropole. Vous avez les chiffres de coûts de construction. Nous sommes en finalisation des études, le foncier est maîtrisé et mise en service prévue 2023. Alors nous sommes relativement réalistes, c'est-à-dire qu'on calibre cet outil de sorte qu'il atteigne très vite son équilibre économique. Donc on a défini quels étaient les besoins à satisfaire au regard des capacités d'approvisionnement qui étaient les nôtres. Donc on a un outil qui va être évolutif. Évolutif dans sa construction. On construit 425 mètres carrés dans la zone d'activité économique de Beauregard, donc au sud de Dijon, près de l'échangeur Dijon Sud, sur des terres d'ailleurs qui sont très près de futures terres de maraîchage, qui ont été acquises sous maîtrise foncière publique. Et puis on prévoit une capacité d'extension. Le projet est ainsi conçu, qui permet par phases successives ultérieures, au fur et à mesure que la demande grandira et que les capacités de production s'accroîtront, d'aller potentiellement jusqu'à une capacité de 2000 tonnes par an. Pourquoi 2000 tonnes? Tout simplement parce que les études de faisabilité du projet Dijon Alimentation Durable 2030 avaient montré que chaque année, sur le territoire de la métropole, se consomment 15 millions de repas hors foyer. Or, 15 millions de repas hors foyer, ça coïncide à peu près à 2000 tonnes de légumes par an. Alors peut-être qu'on n'atteindra jamais cela, mais en tout cas, c'est en termes de calibrage, de capacité d'extension éventuelle de la légumerie, on a intégré cette dimension. Et puis, je dirais qu'il y a une évolutivité également au niveau des coûts de gestion, des moyens de gestion. On ne s'interdit pas de répondre aux seuls besoins de la cuisine centrale
de Dijon dans un premier temps. On sait qu'on a donc peut-être une étape de gestion de la légumerie en régie directe, mais vraisemblablement, on laissera les acteurs économiques jouer leur rôle. L'idée étant de ne pas créer un service public supplémentaire, mais de laisser les principes de concurrence et de gestion des entreprises intervenir dans la gestion de cette légumerie. On s'orientera assez rapidement, je pense, vers une société coopérative d'intérêt collectif qui a le mérite d'associer à la fois des producteurs, des bénéficiaires et l'exploitant, sachant que la volonté est que l'exploitant soit une société d'insertion. Alors, vous avez vu en filigrane derrière ma présentation que finalement, on est dans une approche un peu systémique qui consiste à envisager toutes les chaînes, c'est-à-dire à la fois la production, la transformation, la distribution, la consommation, en se disant que l'entrée, c'est finalement de mieux manger, ce qui a un impact sur mieux produire. Le parti pris, c'est de jouer sur la consommation, sur le consommateur, modifier les comportements du consommateur, les attentes du consommateur pour aider à la structuration de la production et de l'ensemble des chaînes. C'est l'entrée qui a été choisie et à ce titre, la restauration collective est un levier extrêmement important compte tenu des volumes que j'indiquais tout à l'heure. Et finalement, ça repose sur, si je devais simplifier ça en un mot, c'est finalement le principe que ce que nous mangeons dessine finalement le territoire sur lequel nous vivons. Voilà, c'est un petit peu la logique dans laquelle on est. Alors voilà, le projet Dijon Alimentation Durable 2030, c'est 24 actions par thème. Ce qui est en orange, c'est ce qui participe du mieux manger. Ce qui est en vert, c'est ce qui participe du mieux produire. Je n'insiste pas, je parlerai simplement de cette action ici, mobiliser la restauration. On a vu que la restauration en foyer, notamment la restauration scolaire, peut être en effet l'entraînement extrêmement intéressant. Et donc nous avons dans l'une des questions du projet, c'est la restauration en foyer durable qui est copilotée par Sophie Niklos, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est directrice de recherche au CSGA sur les comportements alimentaires. Et puis, nous avons une doctorante qui a été recrutée par INRAE pour piloter cette action grâce au financement de l'État au titre du programme d'investissement d'avenir. Le troisième, on l'appelle dans le jargon le PIA 3, mais donc les crédits du projet Territoire d'innovation, et qui nous permettent, dans les restaurations scolaires, dans les restaurants scolaires de la ville, eh bien d'avoir une analyse des indicateurs d'évolution de la durabilité, au travers d'une analyse précise qui a été faite de nos menus. Alors, on les a déjà fait sur les menus 2019, on est en train de travailler, alors non pas sur ceux de 2020, parce que c'était une année vraiment atypique, mais sur ceux de 2021, où on mesure à la fois les qualités nutritionnelles de nos menus, les émissions de gaz à effet de serre de nos menus, à partir d'indicateurs internationaux. Ce qui nous permet d'ailleurs, je le cite maintenant, de montrer qu'en tout cas pour les menus de 2019, entre un menu végétarien et un menu traditionnel, on est à peu près équivalent en pourcentage d'apport nutritionnel conseillé, quotidien. Par contre, on divise par deux l'empreinte carbone mesurée par les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Nous avons mis en place des bornes de satisfaction où les enfants eux-mêmes notent le repas. Alors c'est subjectif, parce que le jour où il y a des frites, évidemment, vous avez un plébiscite. Le jour où vous avez des pâtes également. Le jour où vous avez des choux de Bruxelles, c'est un peu plus contrasté, un peu plus nuancé. Alors on en tient compte, mais néanmoins, ce sont des indicateurs importants pour nous, pour adapter non pas les produits que l'on propose, mais la manière dont on les présente et la manière dont on les travaille en amont. Donc ça peut nous conduire à modifier nos recettes. Et puis enfin, nous mettons en place tout un dispositif d'éveil au goût avec la formation des différents professionnels qui interviennent, que ce soit les animateurs, mais que ce soit aussi les agents de restauration, puisqu'ils ont aussi un rôle éducatif dans la mesure où ce sont des adultes présents face aux autres pendant la pause de midi, et que le comportement des agents peut être déterminant dans la perception des enfants. Et je ne parle pas forcément de communication orale, je parle aussi beaucoup de communication non verbale,
au travers l'attitude subjective qu'on peut traduire la gestuelle d'un agent de service, eh bien l'impact et la compréhension, la perception par l'enfant du plaisir qu'il peut avoir, de ne pas avoir à goûter tel ou tel plat est particulièrement important. Et puis nous avons bien sûr des projets avec le conseil municipal d'enfants. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si j'ai tenu ou pas. J'ai pas. Bon, j'en suis désolé, mais en tout cas je m'arrête là et nous répondrons volontiers à vos questions tout à l'heure si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Donc, je suis Jean-Luc Linache, le directeur de la Chambre régionale d'agriculture. Vous nous avez décrit toute l'organisation à l'échelle du Grand Dijon pour valoriser des productions locales dans les assiettes des enfants en milieu scolaire. C'est quelque chose qui intéresse énormément la profession agricole, c'est-à-dire cette valorisation de produits locaux dans la restauration hors foyer, collective. Le système que vous nous avez présenté, il englobe plusieurs éléments. Il y a l'acte d'achat avec une sélection. Je suppose que vous avez une équipe d'acheteurs. Parce que ce que vous avez décrit n'est pas simple. Derrière les mots, c'est pas simple. Ensuite, il y a toute l'équipe des cuisiniers qui sont derrière. Ensuite, vous avez tout l'accompagnement sur les lieux de restauration des enfants. Donc, en fait, vous avez tout internalisé. Sur le territoire de notre région, on n'a pas des organisations similaires, mais par contre, l'objectif que vous visez, on aimerait bien pouvoir y parvenir. Vous pourriez nous indiquer, sur la base de votre expérience et au regard parce que vous êtes observateur de ce qui se passe autour de vous, quels seraient les facteurs de réussite de cette... qu'est-ce qu'à vos yeux qu'est-ce que constituent les principaux facteurs de réussite au regard de ce que vous avez pu mettre en place au niveau du Grand Dijon? Alors, c'est une question difficile en soi parce que je vais vous répondre spontanément en fonction de mon vécu. Alors, fonctionner en interne, oui, c'est vrai, c'est important, mais on ne peut pas fonctionner uniquement en interne. C'est-à-dire que dans nos marchés, on a, et c'était une clause aussi qui nous permet de privilégier des producteurs locaux, une clause éducative, c'est-à-dire qu'on demande à ce que nos fournisseurs acceptent des échanges avec les enfants des restaurants scolaires ou des centres de loisirs, c'est-à-dire que les enfants aillent sur les lieux de production ou que les producteurs viennent rencontrer les enfants. Donc ça, c'est une entrée. Après, on sait très bien que, et je pense que Marie-Hélène Vallon, une fois que le vice-président Dijon Métropole, Philippe Lemanceau, est là, donc il a aussi des éléments de réponse peut-être encore beaucoup plus éclairés que ceux que je peux apporter moi, mais on a tout intérêt à travailler en partenariat avec les chambres consulaires, avec les groupements de producteurs, etc., pour réfléchir à tout instant au moyen d'assurer non plus cette perception d'organisation interne, mais une perméabilité avec les apports extérieurs, avec les représentants des professions et avec les professionnels eux-mêmes. Je crois qu'on a tout intérêt à élargir le champ. Alors, aujourd'hui, on a une situation, on le sait, des marges de progression, par contre, on a aussi cette volonté de progresser. Et l'intérêt qu'il peut y avoir à des rencontres de ce type, c'est justement de définir des pistes de collaboration et de réflexion ensemble. Mais je crois que Philippe Lemanceau, notre vice-président, va compléter ma réponse. Merci Jean-Michel pour la réponse et bonjour à tous et à toutes. Non, c'est simplement un complément. Il y a aussi une volonté politique affirmée de la métropole sur l'approvisionnement local, l'approvisionnement en produits de qualité et donc des actions qui ont été engagées pour promouvoir ça. J'ai écouté la table ronde là, à l'instant sur le prix de la viande. Jean-Michel pourra en attester, mais en fait, on a lancé un travail avec des producteurs de viande de qualité à Vénarel-les-Laumes. Donc on est dans une logique d'alliance des territoires. Et
C'était un travail de longue haleine, puisqu'on a commencé les premières réunions en 2018. En 2018, on a fait une délégation, on a été rencontrer les producteurs, la vétérinaire du coin, des élus, le président de la Comcom, la députée, etc. On leur a présenté notre projet de transition alimentaire, des échanges ont eu lieu, il a été indiqué qu'il y avait un appel d'offres, un marché public, et après, quand on a commencé à rentrer dans cette entreprise, finalement, on nous a dit, oh là là, mais le marché public, c'est très compliqué, et il faut aussi une quantité suffisante pour que ça puisse être apporté. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu avoir et que Jean-Michel a organisées dans la cuisine centrale, eh bien, du coup, les éleveurs se sont structurés. Ils se sont structurés autour d'un GI2E. Et ce GI2E a pu contractualiser avec la cuisine centrale, avec la ville. Et ainsi, à bénéfice réciproque, parce que tu pourrais préciser, Jean-Michel, mais la viande, pour le coup, par rapport à la discussion de tout à l'heure, est mieux valorisée, c'est-à-dire qu'on paye mieux la viande, et réciproquement, le retour pour les enfants, c'est de manger de la viande de bonne qualité. Voilà. Et comme il est question de légumineuses, mais je m'excuse, je suis arrivé en cours de route, mais je me permets quand même de dire les choses par rapport aux légumineuses. C'est vrai que très souvent, on dit on n'est pas concurrentiel pour l'alimentation en protéines végétales du bétail. Eh bien, la valeur ajoutée, finalement, en commercialisant mieux la viande, on souhaite qu'elle soit redistribuée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris sur ceux et celles qui cultivent des légumineuses pour l'alimentation animale. Et donc ça s'inscrit dans un contexte de traçabilité de label, où pour être labellisé, cette viande de qualité, les bêtes devront pouvoir en consommer des protéines végétales produites localement, et ainsi contrecarrer la concurrence d'une certaine manière déloyale qu'on peut avoir avec les tourteaux de soja qui sont importés du Brésil. Je m'excuse pour la réponse un petit peu longue, mais ça permet de repositionner le tout dans son contexte et de voir la politique affirmée de la métropole de ce point de vue.